charge. Aujourd'hui, les clubs ne payent pas les impôts, ne payent pas les revenus sur le salaire et ne payent pas les cotisations sociales, c'est-à-dire ne payent pas la CNAS. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, je m'adresse aux joueurs maintenant, parce que depuis qu'on a parlé avec les présidents de clubs de limitation de salaire et de mettre en place une grille de salaire, j'ai vu ici et là quelques voix s'élever pour dire pourquoi on limite les salaires. Moi, je vais dire pourquoi les joueurs ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas des super citoyens. Pas de raison que le caméraman qui est là, ou le régisseur qui est à côté, ou la femme de ménage qui travaille dans ce studio le matin, paye ses impôts, paye la CNAS et que le joueur ne les paye pas. C'est tout simplement illégal, Monsieur le Président. Absolument. Alors, donc, qu'on revienne aux choses sérieuses, et les présidents de clubs tous réunis, sans exception aucune des 32 clubs professionnels, ont adhéré pleinement et unanimement à la mise en place d'une grille de salaire qui est plafonnée à 120 millions. Je vous donne des chiffres, et des chiffres qui sont très édifiants. Aujourd'hui, pour tous les joueurs de Ligue 1, il y a 36,7% de joueurs qui touchent moins de 500 000 dinars. On est dans des 500 000 pratiquement nets, puisqu'ils ne payent pas d'impôts là-dessus. Nous avons à peu près 30% qui sont entre 500 000 et 1 million de dinars. Donc entre 50 millions et 100 millions, il y a 114 joueurs, à peu près 30%, 29,9% en réalité. Et il y a 33% de salaires supérieurs à 1 million de dinars. Bien sûr, ça varie de 1 million à parfois presque 3 millions de dinars. Moi, je ne suis pas contre qu'un joueur puisse toucher beaucoup d'argent. Il faut qu'il soit payé. Depuis que nous avons mis en place la Chambre de résolution de litige, il y a de cela 2 ans, c'est des dizaines de milliards que nous avons récupérés pour payer les joueurs. Sans l'intervention de la fédération, aujourd'hui, il y aurait des centaines de joueurs qui n'auraient pas été payés depuis plusieurs saisons, et notamment la saison dernière. Alors, un joueur, la recommandation que je donnerais, moi, à un joueur, c'est de dire il vaut mieux que je touche 50 millions par mois et que tous les mois, mon salaire est tombé dans mon compte et que tous les mois, j'ai payé l'impôt et je suis un citoyen comme tout le monde respectueux des lois de ce pays, que j'ai la CNAS et donc que je sois assuré, moi et ma famille, puisque un joueur peut avoir l'assurance pour ses enfants et pour ses ascendants, donc pour son père et pour sa mère, et pourquoi pas avoir déjà une disponibilité pour sa future retraite, même si au-delà d'une trentaine d'années, il va faire un autre métier, il aura déjà contribué à la caisse des retraites, un argent qui va lui servir en fin de carrière professionnelle, donc, quel que soit... La carrière de joueur peut être courte aussi. Mais il peut aller faire entraîneur après ou peut aller travailler ailleurs. Si un joueur est intelligent, et je pense qu'ils le sont tous, ils vont faire des économies pour aller investir quelque part tout l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. C'est pas nécessaire de prendre l'argent et de le dilapider. Nous parlons de gros montants. Nous parlons de gros montants. Je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres métiers. Un entraîneur qui touche beaucoup d'argent ou un joueur qui touche beaucoup d'argent, c'est légitime et normal. C'est comme ça, le football, c'est des stars, c'est des techniciens particuliers. Je ne compare pas avec quelqu'un, un fonctionnaire ou autre chose. Il touche son argent, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit dans la légalité la plus totale et pour sa vie privée, c'est à lui de s'organiser pour pour son avenir, qui effectivement, est, en termes de carrière professionnelle, est assez court, mais qui touche beaucoup plus que ce que touche un fonctionnaire durant 40 années de travail. Donc voilà globalement les recettes que nous avons. Pour les statistiques de jeu, les joueurs qui ont pris part à plus de 3 matchs, donc contre à peu près 270 minutes de jeu, sont au nombre de 66%. Les joueurs ayant pris part à moins de 3 matchs sont de l'ordre de 27%. Il y a 104 joueurs en Ligue 1 qui ont joué moins de 3 matchs et il y a à peu près 7% de joueurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un match officiel et ça, c'est pas normal. Donc, si vous conjuguez et vous étudiez ces statistiques, vous allez voir qu'il y a du gaspillage en termes de salaire. Si j'ai besoin d'une ossature, et là les entraîneurs savent mieux que moi, si j'ai besoin d'une ossature pour jouer tout le temps dans une compétition, j'ai un banc capable de m'apporter des remplaçants de qualité. J'ai pas besoin d'avoir une flopée de joueurs qui peuvent servir dans d'autres clubs. Et à ce moment-là, la masse salariale est aujourd'hui 90% des dépenses des clubs.
Donc le vrai problème est là. Alors je fais un appel, moi, aux joueurs pour qu'ils sachent que ce qui a été fait par la Fédération de la Ligue du football professionnel et par les présidents de clubs est d'abord leur intérêt. Parce qu'ils sont sûrs de toucher des salaires que la Fédération, à travers la Chambre de résolution de litige, garantit. Ils sont sûrs de toucher leur salaire. La seule chose, c'est que nous avons fait une proposition d'ailleurs au ministère de la Jeunesse et des Sports en la personne du ministre que je remercie au passage pour toutes les contributions qu'il apporte et sa disponibilité à nous aider à développer le football professionnel. Nous avons décidé avec les présidents de club de faire une proposition à la CNAS pour payer un forfait sur l'arriéré, afin de partir sur de nouvelles bases et aussi de payer un impôt sur l'arriéré de manière à ce que les clubs, à partir de ce mois de janvier 2014, puissent établir des fiches de paye, faire les déclarations parafiscales normales et qu'on rentre dans la légalité aussi bien pour le club employeur que pour le joueur employé. Voilà globalement pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, c'est un tiers des salaires que paye la Ligue 1. Donc c'est 10 milliards, c'est 10-11 milliards de salaires par mois. C'est aussi beaucoup. En division 2, il y a moins de ressources. Il y a beaucoup moins de ressources. Déjà en droit télé, il n'y a pas. D'ailleurs, nous espérons, avec le développement des télévisions privées, et en collaboration avec le détenteur de droits, en l'occurrence la télévision nationale jusqu'en 2014, développer les ressources de ces clubs-là. Parce que il est anormal aujourd'hui qu'on ait 8 matchs de Ligue 1 tous les week-ends et 8 matchs de Ligue 2 tous les week-ends qui ne soient pas diffusés. Dans tous les pays du monde, le football professionnel est bien couvert, il est couvert par les télévisions et nous souhaitons. On peut voir par exemple une chaîne de télévision privée être diffuseur officiel d'un championnat professionnel de Ligue 2, pour le rappeler, qui est aussi professionnel que la Ligue 1. Nous, on ne voit pas d'inconvénient lorsque la loi le permettra. Aujourd'hui, votre télévision ne peut pas produire des matchs officiellement au stade et les retransmettre depuis le stade. Lorsque la loi de l'audiovisuel vous permettra de produire dans les stades et d'accéder directement au réseau de télédiffusion, nous serons les plus heureux si votre télévision et les autres télévisions privées, qui d'ailleurs en ont fait la demande, puissent retransmettre des matchs. Cela nous intéresse. Aujourd'hui, les images de notre championnat, qui sont la propriété de la télévision algérienne de l'EPTV, sont diffusées par toutes vos télévisions de manière illégale. Aujourd'hui, vous diffusez des highlights alors que vous n'avez pas le droit de le faire. Nous, ça ne nous dérange pas. Le propriétaire des droits est concerné par cela, mais nous sommes intéressés par une diffusion beaucoup plus importante et plus diverse de notre produit, qui est un produit qui doit assurer des revenus à nos clubs. Et donc pour participer à ces financements. En termes de ressources, cela augmenterait les capacités notamment de la deuxième division et pourquoi pas de la première division. Donc ceci pour clore un peu le dossier du professionnalisme. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous, les Algériens, disons qu'il y a trop d'argent dans le football professionnel. Il n'y en a pas assez. Si on doit comparer avec ce qui se fait chez nos voisins, alors que les championnats sont presque à l'arrêt, nous pouvons dire que nous sommes tout à fait en bas de l'échelle. Bien au contraire, il faut assurer des sources pérennes de financement du football professionnel pour qu'ils puissent payer des salaires corrects, être en règle avec la fiscalité et la parafiscalité, mais aussi de disposer des moyens pour former. Il faut un budget pour la formation. Maintenant, les subventions qui sont données par l'État, les aides des sponsors peuvent devenir des crédits liés, comme on dit, des crédits grevés d'affectation, dont une partie doit aller obligatoirement à la formation, une autre à telle activité, etc. Notre vœu le plus cher est de voir les futurs centres de formation naître le plus vite possible pour que nous puissions donner de la formation de base à nos joueurs et ne pas aller dans des stades et voir 4 équipes de jeunes s'entraîner sur le même terrain, divisé par 4. Il est impossible de former des joueurs de cette manière-là et ça, les entraîneurs pourront vous en parler mieux que moi. La deuxième chose est que nous avons besoin de temps
pour que les clubs se structurent convenablement, aussi bien sur le plan de la gestion administrative et financière que sur le plan de la gestion sportive. Le cahier des charges est clair. Si aujourd'hui nous appliquons le cahier des charges, nous fermons tous les clubs et nous redevenons amateurs. C'est pas là notre objectif. Notre objectif, et nous le partageons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est d'accompagner nos clubs pour aller progressivement vers du vrai professionnalisme dans tous les domaines. Vous savez que la FIFA oblige les fédérations à aller de manière indirecte au professionnalisme. La licence de club FIFA est en cours maintenant. L'année prochaine, un club qui n'aura pas sa licence FIFA ou de confédération ne pourra pas participer aux compétitions internationales. C'est la dernière fois et nous avons déjà étudié les dossiers de 4 clubs qui théoriquement rempliraient les conditions premières mais pas totales de la licence FIFA, à savoir Sétif, l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger, qui encore le CS Constantine. Le CS Constantine. Voilà les clubs qui aujourd'hui, nous risquons dans les prochaines semaines de voir la commission des licences attribuer 4 licences de clubs. Ça sera les premières. Mon vœu le plus cher, c'est de voir tous les autres clubs de la Ligue 1 arriver au même niveau d'organisation, au même niveau de réponse aux critères édictés par le règlement de la licence FIFA CAF et ainsi faire avancer les clubs. Le deuxième problème qui est majeur, c'est que nos dirigeants doivent aussi structurer les clubs avec des directeurs techniques, faire appel à des techniciens compétents. Aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. En Algérie, il y a de très bons techniciens et il suffit de leur donner le temps de travailler. Il faut qu'il y ait de la stabilité. Ça suffit de renvoyer un entraîneur chaque fois qu'il perd un match et de laisser les gens travailler. C'est pas le cas. C'est peut-être un record en termes de vaste d'entraîneurs cette année. Hein. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas. Moi, si j'avais écouté les gens, j'aurais renvoyé l'entraîneur national juste après la Coupe d'Afrique des Nations, alors que nous étions à la veille d'aller à la Coupe du Monde. Maintenant, tout le monde est content puisqu'on est qualifié à la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il faut laisser les techniciens travailler, leur donner le temps de travailler, bien discuter les contrats au début, bien discuter les objectifs, être réaliste par rapport aux outils et moyens qui sont mis à leur disposition et les laisser travailler. Moi, je pense que nous avons de bons cadres algériens. Il faut leur laisser la possibilité de travailler et de parfaire leur formation. C'est pas parce qu'on a 10 ans d'expérience qu'on est excellent ou qu'on est bon, mais il faut donner le temps aux gens de travailler. Voilà, je ne finirai pas par dire que dans le football professionnel aussi, dans le football amateur, pardon, nous avons aussi mis des moyens énormes pour structurer les compétitions. L'État a fait des efforts considérables aussi, et qu'il en soit remercié. Le Premier ministre, que je remercie, c'est Ahmed Mellel, a donné des instructions pour que les droits d'engagement des clubs sur tout le territoire national soient payés par l'État et les collectivités locales. C'est ainsi que les championnats ont pu démarrer, même parfois en retard, mais cela a permis aux clubs de jouer au football sans pour autant se soucier des moyens financiers nécessaires à leur engagement dans les différents championnats. Il y a des subventions aussi qui sont données aux clubs et qui sont parfois conséquentes, y compris dans le football amateur. Actuellement, le ministère de la Jeunesse et des Sports dispose d'une cagnotte de pas moins de 300 milliards de centimes qui va être répartie aux clubs parce que c'est le cumul de plusieurs années. Avant, il y a des ministres qui ont gardé cet argent, qui l'ont pas distribué. Heureusement que le ministre qui est là a dit c'est un argent qui a une affectation précise. Nous allons le distribuer sur la base de critères, mais nous voulons privilégier que les infrastructures, tout à l'heure nous allons parler de développement, nous voulons créer des pôles de développement. Nous, à la Direction technique nationale, on a décidé de créer 8 pôles de développement à travers le pays et le ministère nous aidera à mettre en place des petits centres techniques régionaux à l'image de Sidi Moussa pour pouvoir former des sélections régionales, y former les entraîneurs, décentraliser totalement la formation et déconcentrer au maximum l'intervention de la fédération pour pouvoir multiplier toutes les actions positives que nous essayons de réaliser. Et avec tout cela, c'est avec les modestes moyens dont nous disposons, nous allons devoir, nous consacrons une grosse partie de nos revenus hors subvention
à la gestion de la fédération et de ses ligues. À titre d'exemple, la fédération reçoit une subvention de 35 millions de dinars, 350 millions de dinars, c'est-à-dire 35 milliards de nos centimes. Pour parler, c'est un peu moins de 3 millions d'euros. Je peux vous dire qu'une fédération voisine dépense 60 millions d'euros par an. Ça vous donne une idée de la disproportion qu'il y a. Alors que si on voit les résultats, le nombre de clubs, le nombre de licenciés, le nombre de compétitions organisées, on est à puissance X par rapport aux autres. Donc, il va falloir aussi que nous puissions former des gestionnaires dans nos différents championnats, dans nos différents clubs. Nous allons nous lancer, on a déjà commencé, des stages pour les administrateurs, parce que le club c'est d'abord une administration, c'est une société. Nous allons former des directeurs techniques dans les clubs qui vont travailler, préparer le travail des entraîneurs dans leur métier. Nous voulons qu'il y ait c'est une obligation d'ailleurs, des directeurs de sécurité dans les clubs pour encadrer les supporters et aider nos services de sécurité. Permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble des services de sécurité, notamment la Direction générale de la Sûreté nationale et la gendarmerie, pour les efforts qu'ils consentent tous les week-ends pour encadrer nos rencontres. Et ce n'est pas facile. Au-delà de tout ça, l'intérêt que nous avons, c'est que à partir de la direction technique, nous ayons une liaison, qu'on tisse une toile d'araignée avec les entraîneurs pour encadrer le football national. Le développement du football n'est pas l'affaire de la DTN ou de la fédération seule, c'est l'affaire de tous les entraîneurs qui encadrent les 2000 clubs, 2000 et quelques clubs dans ce pays. C'est un travail, les efforts doivent être conjugués, mais dans le cadre d'une stratégie bien définie, dont pourra parler tout à l'heure Saïd Haddouche, notre directeur technique national. Président, alors, voilà. Puisque justement dans ce forum qui va durer environ 1h30, 1h40, avant de passer à l'exercice des questions et des réponses avec les journalistes, juste pour contredire peut-être certains de vos détracteurs qui disent que vous êtes le président de l'équipe nationale de football et pas le président de la fédération. Ça fait à peu près 35 minutes que vous avez prouvé le contraire. Vous n'avez pas encore parlé de la sélection nationale et de la qualification, cette seconde qualification historique à une phase finale de Coupe du Monde. D'abord, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez préparé et comment va se jouer ces prochains mois avant ce fameux 17 juin, jour du premier match de la sélection à la Coupe du Monde. Ce sera face à la Belgique. Oui, juste si vous me permettez de clore définitivement ce volet de la formation, je disais que le point de base et le maillon de la chaîne indispensable est le formateur, donc est l'entraîneur. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 5000 entraîneurs qui disposent de licence. Il y a à peu près 30% d'entraîneurs qui sont sur le marché, je veux dire sur le marché, qui sont en train d'entraîner dans des clubs et qui n'ont pas de diplôme. Je vous avais dit que nous avons formé à peu près 2600 entraîneurs sur la base des diplômes de la fédération, en formation. Nos besoins aujourd'hui sont de l'ordre de 12 000 entraîneurs pour encadrer tous les clubs qui sont là. Nous avons besoin d'autant de préparateurs physiques et d'autant de gardiens de but. Chaque club a un minimum de 4 équipes, a besoin de 4 entraîneurs de gardiens. Ça fait par 2000, ça fait 8000. C'est très rapide à calculer. Les 2000 clubs ont besoin de chacun d'un préparateur physique alors qu'il en faut 4 au moins pour chacune des équipes. C'est autant d'entraîneurs. C'est pour vous dire qu'on est très loin. On est à des années-lumière de la mobilisation des ressources humaines techniques nécessaires à l'encadrement de l'ensemble de nos clubs et de l'ensemble des équipes qui composent nos clubs. Alors pour moi, je n'ai pas de détracteur. Parce que moi, je fais avec tous mes amis et mes collègues élus dans la fédération, élus dans les ligues, avec les présidents de clubs, et permettez-moi de les remercier en ce début de l'année, parce que dans l'ombre, il y a des femmes et des hommes et qui sont nombreux, qui travaillent pour que ce football puisse fonctionner. Et pour 98% d'entre eux, c'est des bénévoles. Ne l'oubliez jamais. Ces gens-là ont du mérite, qu'ils soient présidents de club, qu'ils soient dirigeants de club, qu'ils soient dans une ligue, qu'ils soient à la fédération. Tous ces gens-là doivent forcer le respect de nos citoyens
parce qu'ils se bagarrent jour et nuit pour que ce football fonctionne. Et quand on voit les difficultés dans lesquelles ils se débattent, il faut leur tirer chapeau. Alors donc, quand on voit des gens qui exigent des résultats, qui exigent qu'on ait des équipes de l'élite nationale au-dessus des normes, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. On n'est pas encore un pays de football dans le sens de l'organisation moderne, de la structuration moderne, de la mise à niveau moderne. Nous sommes la preuve et que, comme je le disais tout à l'heure, les 5 pays qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde à 2 reprises de suite font appel à 95% de joueurs qui viennent de championnats étrangers. C'est ça la triste réalité. Moi, je serai parmi vous le jour où la majeure partie de nos joueurs dans nos équipes nationales viendront de nos clubs locaux et qu'on fasse venir les meilleurs de l'étranger. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Vous parliez de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde... Oui, nous sommes qualifiés, vous le savez, Monsieur le Président. Merci de me l'apprendre. La Coupe du Monde, les gens, je ne pense pas que ça soit aussi le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Il y a un travail qui a été fait aussi bien en 2010 et c'est l'occasion aussi pour remercier tous les joueurs et le staff technique et tous les acteurs, les dirigeants qui étaient là déjà en 2010 pour aller qualifier l'équipe d'Algérie. Il faut aussi remonter à ceux qui ont qualifié l'Algérie en 82 et en 86. 86, j'étais déjà là avec nos amis au Mexique. Et ensuite, il y a eu une longue période d'absence qui est due à ce que nous déclarons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous n'avions pas des joueurs de qualité formés dans des grands clubs, formés dans des grands centres de formation et qui jouent à haut niveau dans des championnats étrangers, ça serait pas évident. Il ne faut pas qu'on se cache la réalité. Par contre, la Coupe du Monde, c'est un travail long, un travail de 3 ans. Vous savez que nous sommes passés par des qualifications très difficiles. Nous avons donc traversé ce chemin sinueux des qualifications pour arriver à un match barrage. D'ailleurs, un match barrage très difficile, puisque le dernier match barrage, pour moi, c'est le plus mauvais match que fait l'équipe nationale d'Algérie depuis de longues années. Mais c'est un match barrage. L'essentiel, c'était de marquer un but et de se qualifier. Le reste, on verra. Aujourd'hui, on savoure ce plaisir, comme tout le peuple algérien. Vous avez vu la joie, la liesse que cela donne à toute l'Algérie, que de voir son pays participer avec le Gotha du monde à une compétition magnifique, extraordinaire, unique, qui est le premier événement mondial en télévision, puisque nous sommes dans une télévision, et qui permet aussi d'affirmer une identité dans les arènes internationales. C'est 3 ans de travail, 3 ans de moyens mis à la disposition de cette équipe, 3 ans de sacrifices qui nous ont fait venir là. Aujourd'hui, il faut exprimer notre satisfaction parce que nous sommes venus pour la 2e fois. Et je pense que l'Algérie, aujourd'hui, doit se donner les moyens. Quand je dis l'Algérie, c'est aussi bien la fédération que les structures qui accompagnent le football national doivent se donner le moyen pour qu'une qualification à la Coupe d'Afrique ou qu'une qualification à la Coupe du Monde fasse partie d'un objectif qui est normal pour nous. Il ne faut pas que ça devienne une exception. Il ne faut pas que ça devienne un exploit. Nous devrions, avec les moyens qu'on déploie, avec la qualité des joueurs dont nous pouvons disposer, aspirer à être présents tout le temps et représenter le continent avec les autres meilleures équipes. J'ai bon espoir que dans les prochaines années, le nombre de places en Coupe du Monde puisse être modifié pour qu'il y ait des places supplémentaires en Coupe du Monde pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il y aurait encore un peu plus de places, peut-être une place supplémentaire qui nous permettrait d'augmenter les chances des pays habitués à y aller de manière régulière. C'est la même chose pour la Coupe d'Afrique. À propos de Coupe d'Afrique, nous aurons à nous préparer tout de suite après cette Coupe du Monde dont on va parler, puisque les éliminatoires vont commencer en septembre de cette année. Nous aurons 2 matchs
officiels en septembre, 2 en octobre et 2 en novembre. Ça sera les 6 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde qui aura lieu chez notre voisin le Maroc. Et je ne pense pas que l'Algérie puisse être absente d'une grande CAN qui se déroule dans sa zone et qui se déroule dans un pays voisin. Et donc nous ferons tout pour que notre sélection figure parmi les 16 pays qualifiés qui seront là. Le système de qualification va être approuvé par le comité exécutif de la CAF le 24 janvier de ce mois dans une réunion qui aura lieu en marge du championnat d'Afrique des Nations à Cape Town en Afrique du Sud. Et normalement, il y aura 7 groupes de 4 équipes. Nous sommes dispensés des qualifications primaires. Nous jouerons directement dans ces groupes. Et les 2 premiers de chacun des groupes seront qualifiés. Donc 14 plus 2 pour arriver aux 16 équipes. La Coupe du Monde que nous préparons, pour nous avons déjà tout bouclé. On a bouclé notre lieu de séjour. Notre lieu de séjour est pas loin de Sao Paulo, une centaine de kilomètres. Nous avons déjà pris les dispositions nécessaires avec la FIFA et avec la société qui s'occupe de ce qu'on appelle les camps de base. C'est une filiale de la FIFA, les camps de base pour les équipes qualifiées. Vous savez que la FIFA affiche un certain nombre de camps de base que nous, dans une liste dans laquelle nous sommes obligés de choisir notre camp. Donc nous avons eu de la chance, nous avons trouvé un club pas loin de Sao Paulo qui dispose d'une batterie de 4 terrains et d'un hôtel de 32 chambres plus un deuxième hôtel en construction. Mais on a un hôtel obligatoire qui est dans le camp de base, qui est dans ce titre. Nous avons déjà donc confirmer notre participation avec la seule exigence que les terrains soient au niveau qu'il faut, au niveau standard d'entraînement, puisque maintenant tous les terrains, toutes les pelouses du Brésil qui serviront à la Coupe du Monde, aussi bien pour les compétitions que pour les entraînements, vont à la fin de leur championnat, qui se termine bientôt, être remis à niveau pour l'accueil de la Coupe du Monde. Donc sur ce point, nous avons terminé. Les villes où nous allons jouer, donc les 3 villes, Curitiba, Belo Horizonte Porto Alegre, nous avons déjà réservé nos hôtels, nous avons déjà réservé nos avions, tout le dispositif de déplacement est en place. Nous avons une délégation qui va partir encore au mois de février parce que la FIFA organise des ateliers très précis pour la préparation de la Coupe du Monde, aussi bien dans le domaine technique, dans le domaine de médical, dans le domaine des médias. À propos de médias, nous nous sommes bagarrés avec la division médias concernée de la FIFA et nous avons pu très difficilement, mais quand même obtenu l'équivalent du nombre de places que nous avons eu à la dernière Coupe du Monde, en l'occurrence à peu près 60 journalistes et une vingtaine de photographes. Il y a 3 titres qui seront privés de participation parce qu'ils avaient pris 3 accréditations pour 2010 et qu'ils n'ont pas utilisées. Donc ça ne relève pas de nous. On a une centaine de demandes. Nous allons en concertation avec les structures concernées procéder à la répartition de manière à essayer de satisfaire tous les professionnels qui vont y aller. Le cas échéant, nous aiderons au maximum nos représentants des médias pour ceux qui seront là à faire leur travail dans d'autres conditions. Il reste un problème et cela concerne votre télévision et nos amis des autres télévisions, y compris la télévision nationale. Les accréditations pour les TV holders, right holders, comme on dit, les télévisions détentrices de droits ou non détentrices de droits, doivent s'accréditer directement sur le système informatisé de la FIFA qui est déjà ouvert. Parce que pour les télévisions qui ont acheté les droits, c'est un système particulier parce que ça leur ouvre la porte à rentrer dans les stades, à rentrer dans les camps d'entraînement, à rentrer dans l'ensemble des espaces réglementés, tandis que ceux qui n'ont pas les droits ont juste le droit d'être dans les conférences de presse et filmer les extérieurs, etc. Voilà pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que je vais précéder la question du staff technique et de l'organisation. Nous n'avons rien modifié à notre préparation. Le coach Faïd Al-Olubi est à sa place.
jusqu'à preuve du contraire. Il est en train de travailler avec les structures de la fédération à préparer la meilleure participation de l'Algérie. Et à titre d'information, le coach a signé un contrat écrit qui est à la disposition de tout le monde, dans lequel il s'est engagé à atteindre le deuxième tour de la Coupe du Monde. Et bien sûr, cela dépendra des capacités que nous aurons. Le contrat de l'entraîneur se terminera au lendemain de la Coupe du Monde. Ne remplira-t-il pas? Cela est une question qui lui a été posée. Il a un délai jusqu'à la fin du mois en cours pour nous rendre sa réponse. De toute manière, il y a des pays qui ont déjà annoncé ou qui ont déjà mis en place les successeurs de leur entraîneur qui sont déjà à la Coupe du Monde. Vous vous souvenez que Guardiola au Bayern avait été annoncé 6 mois avant la fin de la saison. Et il n'y a aucun mal à ce que nous puissions changer d'entraîneur éventuellement après la Coupe du Monde. De toute manière, la fédération est une fédération professionnelle. Elle sait prendre les dispositions qu'il faut quand il le faut et au moment où il le faut. Voilà. Merci, Président, pour donc cette présentation succincte du bilan de la Fédération. Également un petit mot sur cette qualification. Je le rappelle encore une fois, mesdames, messieurs, historique, successive, sous votre mandat, une phase finale de Coupe du Monde. Alors, les messieurs de la presse nationale qui sont présents ce soir, donc nous allons passer à cette deuxième partie des questions. D'abord, on va donner la parole aux journalistes, s'il vous plaît. Alors, une question à la fois, messieurs, et que chacun puisse poser le nombre de questions succinctes et adéquats. On va commencer par Monsieur Bouhamia Mohamed, ZRTV. Bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Rabrawa. Je vais insister un peu sur votre relation avec le coach national Vahid Halilovic. Et on assiste ces derniers temps à un discours, un cafouillage dans le discours de Vahid Halilovic par rapport aux chances de l'équipe nationale au mondial. On assiste à un discours pessimiste qui frôle peut-être le dénigrement au moment où notre équipe nationale a besoin du maximum de soutien et de confiance. Monsieur Rabrawa, est-ce que vous partagez ce discours pessimiste et comment vous expliquez déjà les sorties de Vahid Halilovic? Merci. Je vous en prie. Merci pour votre question parce qu'elle a l'avantage d'être claire et je vois que vous aussi vous avez lu et peut-être pas écouté et entendu son intervention sur France 24. Alors donc si oui, moi tout comme vous au début quand j'ai vu les écrits, les rapports ici et là de cette intervention, j'étais moi-même surpris, pour le moins. Quand j'ai réécouté et revu à 2 reprises cet enregistrement, les choses se sont beaucoup atténuées. Il y a 3 facteurs majeurs qu'il faut mettre en place avant de faire une analyse objective de ces déclarations. La première, c'est que les questions qui étaient posées par votre collègue de France 24, on ne les entendait pas. Moi, je ne les ai pas entendues. Ça, c'est important. La deuxième des choses, Wahid, quelqu'un qui a un discours, qui a une manière de communiquer qui n'est pas toujours bonne. Parfois, il ne sait pas exprimer ce qu'il pense dans une bonne langue française. 3, un coach, il y a des coachs ici, parfois disent des choses qui ne sont pas la réalité. C'est leur manière. Chacun a sa manière de communiquer. On a bien connu des entraîneurs dans notre équipe nationale qui disaient de petites équipes, oh, c'est une équipe forte qui va venir jouer avec nous, alors qu'elle était classée 150e et nous, on n'était pas dans le top 20. C'est comme ça. Moi, ce que je peux tirer de ça, il a dit que si des techniciens disent qu'ils peuvent assurer d'aller au deuxième tour, qu'ils viennent prendre ma place. Ça ne veut pas dire que lui ne va pas tenter d'aller au deuxième tour. Il ne peut pas.
Pour ce qui concerne cette histoire de mouton, entre guillemets, c'est une expression utilisée par tout le monde. À nous, Wahid dit souvent, moi je suis un mouton noir quand il y a des difficultés dans l'équipe. Donc c'est une manière de parler. L'autre jour, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique, il était, pour ceux qui étaient là, je pense qu'il y a qu'un ou deux collègues qui étaient là, quand le tirage était comme ça, il a dit c'est moi le mouton noir. Donc c'est une manière de s'exprimer. Moi ce que j'ai noté, c'est qu'il a parlé du président de la fédération en parlant de respect et d'amitié. Donc, on ne s'arrête pas à des détails pareils. Pour moi, président de la fédération et pour mes collègues à la fédération, ce coach a un contrat jusqu'en 2014, fin Coupe du Monde. Il a des objectifs à remplir. Il est en train de préparer la participation de l'Algérie. Nous, à la fédération, nous avons dégagé tous les moyens nécessaires professionnels de très haut niveau pour assurer la meilleure participation de l'Algérie. Il lui restera à faire son travail et il devra faire son travail. Maintenant, je vais plus loin. Si Wahid ne veut pas continuer à travailler, nous ne faisons pas comme la Côte d'Ivoire lui dire « Monsieur, partez ». Mais si lui veut partir et ne veut pas entraîner l'équipe d'Algérie parce qu'il n'est pas en mesure de le faire, ce dont je doute fort, il peut partir quand il veut. Mais on n'en est pas là. C'est pour vous dire que l'Algérie est au-dessus de tout entraîneur, l'Algérie est au-dessus de toute personne pour ce qui concerne de sa sélection nationale. Que les choses soient très claires. Et il y a une longue file de techniciens qui attendent dans le couloir pour prendre l'équipe d'Algérie. Et de renom. Et de grand renom. Deuxième question. Le buteur, Faïd El Saad, levez-vous s'il vous plaît. Bonsoir. Dans le même ordre d'idée, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de bien enchaîner avec la Coupe d'Afrique des Nations, surtout qu'elle se déroule dans la même zone, dans le Maghreb. Alors, trouvez-vous normal qu'un entraîneur, qu'un sélectionneur travaille jusqu'à la Coupe du Monde, puis parte, et qu'arrive un autre sélectionneur qui n'aura même pas un match amical pour voir ses joueurs ou pour les préparer, puisque le match amical du mois d'août sera supprimé à partir de 2014. Est-ce que ce ne serait pas mieux que le sélectionneur qui sera en Coupe du Monde poursuive son travail, enchaîne avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et, en cas de qualification, avec la CAN directement qui se déroulera 5 mois ou 6 mois après la Coupe du Monde? Première question. Deuxième question, juste pour le... Deux questions, pas plus. Oui, oui, la dernière question. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait bien eu un accord préalable avec la Fédération du Portugal pour un match contre le Portugal et que ce match a été annulé faute d'un accord du sélectionneur national Vahid Halilović? Merci. Bien, pour la première question, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que si on avait un entraîneur qui faisait une Coupe du Monde et qui continuerait sur la Coupe d'Afrique, ça serait l'idéal. C'est pourquoi nous avons proposé au coach actuel de voir dans quelle mesure il pourrait continuer vers la Coupe d'Afrique. Et la question, la balle est dans son camp et nous attendons sa réponse. Cela ne dépend pas de nous. Si cela dépendait de moi et de la fédération, l'idéal aurait été cela, c'est que le coach continue jusqu'à la Coupe d'Afrique. Ceci étant, nous ne sommes pas les seuls pays, nous ne serons pas les premiers ni le dernier à perdre un entraîneur après une Coupe du Monde et qu'il y ait un autre dans des délais aussi courts à aller sur une autre compétition. Cela concerne tout le monde. Cela concerne tout le monde. Et cela ne nous gêne pas. Aujourd'hui, les méthodes modernes de travail permettent aux entraîneurs dans leurs équipes. En tous les cas, quel que soit X, il est probable que nous trouverons les solutions amiables avec les concernés dans les clubs pour faire un regroupement de l'équipe nationale en août. En plus, nous avons une direction technique aujourd'hui qui dispose de tous les moyens d'information d'un coach sur l'équipe. Nous disposons de moyens d'analyse, nous disposons de moyens vidéo, nous disposons de rapports techniques et de techniciens qui sont en mesure d'apporter un plus parce qu'il y a une continuité dans la fédération. Quand un coach part, il y a le reste de tous les staffs qui est là. C'est pas. Et aujourd'hui, les entraîneurs et ceux qui sont là ne me contrediront pas sur de l'analyse vidéo. Ils arrivent à connaître leurs équipes, leurs joueurs pour pouvoir commencer à travailler. Maintenant, pour la deuxième question.
De toute manière, je vous ai dit, quel que soit X, nous, on est prêts à toutes les éventualités et nous avons étudié toutes les éventualités. Soyez certains que nous réagirons très vite et que nous sommes prêts à sauvegarder les intérêts de notre équipe nationale à tout moment et en tout lieu, et avec n'importe quel moyen. L'affaire du match Portugal. En réalité, l'affaire du match Portugal a commencé par une sorte de concertation entre les ministres de la jeunesse et des sports des deux pays et qui a été suivie par l'ambassadeur du Portugal à Alger avec le ministère de la jeunesse et des sports. Il faut savoir que sous d'autres cieux, notamment en Europe, les fédérations et les ministères des sports n'ont souvent rien à voir ensemble. Et donc, lorsque nous avons demandé au Portugal de faire ce match par le biais classique, il nous a été répondu de voir avec l'agent qui les représente. Vous êtes bien placé pour savoir que la plupart des pays ont des agents FIFA qui les représentent et qui ont des mandats parfois sur de longue durée. L'agent qui représentait le Portugal nous a mis des conditions inacceptables, notamment plus d'1 million d'euros à payer, etc., pour jouer ce match. Et bien sûr, à l'époque, le coach ne voulait pas jouer à l'extérieur. Il avait décidé de jouer un match, le match de mars, de le jouer en Algérie. Lorsqu'il s'était agi, lorsque nous avons refusé, plus tard, nous avons eu une proposition pour aller jouer à Genève. Et la proposition d'aller jouer à Genève contre le Portugal était intéressante puisqu'on ne déboursait aucun centime. Y compris notre transport était pris en charge et nous avions droit nous-mêmes à une indemnité. Le coach a dit que les conditions météo ne seraient peut-être pas favorables à cette époque et qu'il préférait jouer une équipe en Algérie. Voilà pourquoi le match avait été annulé. À un moment donné, plus tard, le coach est revenu sur sa décision, mais il était déjà trop tard. Le Portugal avait pris un engagement avec une autre équipe. Et c'est ainsi que nous avons été chercher. Il voulait une équipe européenne. Et l'équipe européenne la mieux classée dans la zone qui pouvait convenir à notre préparation était la Slovénie, son 29e au classement. C'est une équipe de qualité qui peut être un bon sparring partner et qui n'a absolument rien exigé à part le transport, ce qui représente 3 fois rien du tout, c'est à peu près $60 000 de transport, et ce qui est largement dans nos cordes. Voilà, nous sommes en train de préparer les matchs de mai, de juin. Il y aura 2 matchs, un le 31 mai et un autre le 5 juin. Le 31 mai sera certainement un match joué en Algérie. Et le 5 mai, selon le programme arrêté par le staff technique, se jouerait à l'extérieur. Et au lendemain de ce match, l'équipe partirait directement au Brésil, prendre ses quartiers dans son camp de base à côté de Sao Paulo. Voilà donc le programme, et voilà donc nous avons contacté plusieurs fédérations et nous attendons les feedbacks. On a quelques discussions en cours, mais comme vous le savez toujours, moi je préfère parler de concret, et donc nous attendons de concrétiser avec nos collègues des autres fédérations concernées pour pouvoir annoncer, comme nous l'avons annoncé officiellement pour la Slovénie lorsque cela a été fait. Donc pour la réponse de M. El Saada, M. Abdelghani Laïb de la Radio Nationale. مساء الخير سيد محمد روروة. سؤالي أعود به إلى البطولة الوطنية. طبعا الحدث كان في الأسبوع الماضي لقائك مع رؤساء وممثلي نوادي الرابطتين الأولى والثانية. كان هناك إجماع أكيد عند رؤساء النوادي على أنه فكرة لا نقول تسقيف ولكن تقليل من الأجور، مثل ما أعطيت قبل قليل الإحصائيات 33 مليار بالنسبة للرابطة الأولى و10 بالنسبة للرابطة الثانية. لكن بالمقابل من خلال يعني حديثنا مع مختلف رؤساء النوادي هناك تخوف من آلية تطبيق هذا القرار، لذا نريد أن نعرف كيف سيتم التطبيق والتحكم في العملية. هناك من يتخوف، تعرف أن رؤساء النوادي يبحثون طبعا عن العصافير النادرة إن صح التعبير، وكل واحد متخوف مما يحدث تحت الطاولة. هل هناك آلية للتحكم في هذه الوضعية حتى تكون يعني العملية تتم بطريقة منضبطة بشكل جيد؟ بالنسبة سؤالي الثاني يتعلق أيضا بقرار
النوادي الجزائرية وأخرهم اتحاد الحراش عدم المشاركة في كأس رابطة الأبطال. سيد روراوي، نشوفوا أنه منتخبات أو نوادي تنتمي إلى بلدان فقيرة جدا في إفريقيا لا تنسحب، تفضل المشاركة حفاظا على سمعة البلد إلى غير ذلك. نحن الجزائر لست أدري هل معقول أننا ننسحب من كأس رابطة الأبطال ونحن نلعب بطولة محترفة ونريد أن نذهب إلى أبعد المستويات؟ شكرا. شكرا سلايد. اولا بالنسبه لآليات التطبيق سلم المرتبات الخاصه باللاعبين المحترفين، هناك قلت لك الإحصائيات الموجودة أقل من تقريبا 30% من اللاعبين اللي يتقبضوا هذا المبلغ. هذا حسب العقود الموجودة في الرابطة الوطنية المحترفة. ثانيا ممكن هذا العدد نقلصوه إلى أقل، لأنه بين 100 على ما نقولوا احنا 33 فوق من 100 مليون حتى ال 120 مليون اللي هو ممكن في المستقبل، ممكن في هذيك ال 20 مليون يكونوا 15% ولا 16%، يعني ممكن العدد يكون جد أقل. بالنسبة إلينا القانون الجديد للرياضة ولتحضير النشاطات البدنية اللي صدر في 2013 في شهر 7 2013 ضمن بعض الإجراءات الجنائية للتصرفات اللي ذكرتها. يعني أي واحد يستعمل الأموال بطريقة غير شرعية يحاكم بالسجن النافذ. احنا الآن إذا شفت عندنا نادي من العاصمة هناك إجراءات ضده المسيرين على أساس تصرفوا بأموال بطريقة غير شرعية، حكموا عليهم ب5 سنين حبس. ولذلك في المستقبل أي مسير نادي يستعمل الأموال بطريقة غير شرعية وما يدفعش بالصكوك أو بالتحويل ممكن يعاقب بالسجن. وهذا الآن رؤساء الأندية ومسيري الأندية عارفينه، لذلك احنا مش متخوفين من هذا. فهمت؟ اللي بالعكس أنا نفضل أنه تكون الأمور منظمة على مستوى كل الأندية بالطريقة الإدارية، مثل ما عندك في الإذاعة في نهاية الشهر يجيك المرتب ديالك في الحساب البنكي ديالك أو تاع البريد، وتجيك لافيش دو باي تاعك وانت مهني خلصت الضرائب ديالك وخلصت لاكناس ديالك، وانت المرتب ديالك مضمون على مدار السنة طالما انت موجود في المؤسسة الإذاعة الجزائرية. هذا اللي لازم يكون في الأندية، لأن الأندية اليوم ما لازمش نتكلم باسم أندية، اليوم شركات وخاصة شركات ذات أسهم، يعني عندها واجبات تجاه القانون لازم تطبق. انت عارف انه مثلا في حالة افلاس اليوم لما نتكلم على العجز المالي اللي موجود في هذه المؤسسات التجارية الرياضية، لو مراقب الحسابات يشير الى العدالة على هذه الوضعية، ضروري أنه تعلن العدالة على وضعية إفلاس للشركة، وممكن الوضعية تاع إفلاس تؤدي إلى إجراءات قانونية أخرى. ولذلك احنا لابد أنه نشتغل مع هذه رؤساء الشركات قبل ما نقول رؤساء الأندية، رؤساء الشركات على أساس تنظم هذه الشركات إداريا وماليا وبالإجراءات اللازمة لأحسن التسيير الإداري والمالي داخلها. بالنسبة للسؤال التالي على المشاركة ديال الأندية في البطولات الإفريقية، أنا معك. الأندية اللي عندها إمكانيات باش تشارك، لكن نادي ما عندوش إمكانيات باش يشارك، علاش تحبوا يشارك؟ موش إجباري. اليوم في القانون إذا تقرأ القانون تاع الرياضة الجديد يحق لكل اتحاد أنه يمنع المشاركة لأي رياضي أو أي مؤسسة رياضية المشاركة في المحافل الدولية إذا ما عندوش حظوظ باش يكسب ويوصل لمستوى ما. يعني هذا يصبح تبدير فلوس. لكن أنا بيني وبينك اللي ضد الفكرة أنه تترشح باش تدخل مسابقة ومن بعد تخرج منها قبل الأوان.
كان من البدايه نقول انا ما نلعبش. اليوم رغم الامكانيات اللي توفرها الدوله اعانه لهذه الانديه، التكلفة غالية، وهذه المسابقات لو ما تلحقش بعيد تخسر فلوس. يعني الكلوب اللي ما يوصلش على الأقل لمرحلة الأفواج كي نايف باو وجروب يكون ديفيسيتان، يعني راح يخسر فلوس. على كل هذا من جهة. احنا نعطيك مثل، سطيف اليوم رايحة تشارك في الشامبيونز ليج. احنا عندنا علم على مستوى المؤسسات الرياضيه انه كاين لاعبين، بعض اللاعبين اللي عندهم 5 شهور ما داوش المرتب تاعهم. كيفاش تحب انت تروح تشارك في بطولات بينما انت ما عندكش حتى باش تدفع المرتب ديالك، ويروح اللاعب ديالك يتناول مباراه ولا مسابقه وهو مرتاح من هذا الجانب. فهمت؟ على كل لازم تكون إجراءات لإعانة الأندية للمشاركة في هذه البطولات القارية لكي نضمن مشاركة فعالة ولكي نضمن مشاركة مستمرة وفي المستوى اللائق. اليوم للأسف الأندية اللي موجودة صعب عليها إذا ما تقدم الدولة أو المؤسسات اللي تمولها ما تقدمش إعانات. أنا عارف مثلا بالنسبة لشبيبة قسنطينة تاسيلي اللي هما موجودين معهم التزموا بتقديم الطائرة مجانا لنقلهم لهذه المباريات. لذلك لازم تكون إمكانيات من هذا النوع على أساس يشاركوا. علاوة على هذا هناك رزنامة صعبة هذا العام، جد صعبة، نظرا لتعليمات الفيفا بتوقيف المباريات وانتهاء كل المسابقات في 18 ماي ما عدا نهائي كاس أوروبا تشامبيونز ليج اللي يكون في 21 ماي في لشبونة. الباقي كل البطولات لازم توقف 18 ماي على أساس من 18 ل 25 يرتاحوا اللاعبين أسبوع ثم يدخلوا التربصات الخاصة بكاس العالم. وطبعا هذه القضية ديال دخول أو خروج من مسابقة ما تهمناش احنا، تهم النادي لوحده. Alors on va passer à une autre question. Amin Azzouz, Al-Moujahid. Moi, je voudrais revenir sur le Faïd Ali Lozic, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dire. Bon, il a toujours eu de bonnes relations avec le président de la fédération, vous venez de le confirmer. Vous avez mis à sa disposition tous les moyens nécessaires, peut-être qu'aucun sélectionneur n'a eu avant lui. Ali Lozic a aussi déclaré qu'il était attaché à la sélection nationale. À un moment donné, il ne cessait pas de le dire, il disait que c'était comme une famille, il considérait les joueurs qu'il a lui-même choisis comme ses propres enfants. Donc on ne comprend pas son hésitation. C'est-à-dire, est-ce que il vous a tenu mot? Quelles sont les raisons qui font qu'il hésite à poursuivre sa mission avec la sélection nationale? Est-ce que par peur de rater son mondial, donc il préfère voir les choses avant? Et est-ce que la fédération elle-même ne prend pas de risque en lui prolongeant son contrat en cas où la sélection nationale ne réussira pas son mondial? Donc je voudrais avoir une idée sur ça. Bien, je crois parce que au fond, on ne comprend pas. Est-ce que c'est par rapport aux offres mirobolantes qu'il est en train de recevoir d'autres clubs ou d'autres sélections, je sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le fait hésiter alors qu'il a tous les moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions, et il a votre soutien, etc. Merci beaucoup. Merci. D'abord, sur nos relations, vous avez dit, moi j'entretiens les meilleures relations avec lui, mais ça reste des relations au-delà de la convivialité dans le travail, ça reste des relations de patron à employé de la fédération, ne l'oubliez jamais. Parce que moi, je défends les intérêts de la fédération, je défends les intérêts de l'Algérie contre tout le monde. Et ça passe avant tout le monde. Donc, pour ce qui est de sa propre mission, il a toute la responsabilité et toute l'indépendance et l'autonomie et la faculté sur le plan technique de faire ce qu'il veut parce qu'il en est responsable. Il en est responsable contractuellement. C'est pas moi qui va sélectionner les joueurs, c'est pas moi qui fais la composition des équipes, ni qui choisit les méthodes d'entraînement.
Donc ça, c'est sa responsabilité pleine et entière et il assume. Pour le reste, je suis le président de la fédération et la fédération exerce ses droits d'employeur, ce qui était tout à fait légitime. Quand vous dites qu'il hésite à continuer sa mission, c'est faux. Au moment où nous parlons, jamais le coach ne nous a fait part de son hésitation à continuer sa mission, bien au contraire. La seule hantise qu'il avait, lui, c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire se reproduise et qu'il se voit déchargé de sa mission alors qu'il est dans une équipe qui se qualifie à un événement majeur, dont rêvent les millions d'entraîneurs qui sont sur la planète. La deuxième des choses, vous parlez d'offres mirobolantes. Moi, je ne sais pas. Si vous avez des preuves ou des précisions sur les offres mirobolantes qui s'écrivent ici et là, moi, je veux bien voir. Le coach est libre de partir à la fin de la Coupe du Monde. C'est son droit contractuel. Il ne peut pas partir avant la Coupe du Monde, sauf à être libéré par la fédération. Il peut bien sûr démissionner et ne plus venir, mais il encourra les conséquences d'un tel manquement à un devoir contractuel. Maintenant, moi je crois qu'on a trop brodé autour de cette histoire de communication, de mauvaise communication, que je le précise encore une fois. Il restera qu'il y a des questions auxquelles lui seul peut répondre. Maintenant, je ne pense pas que, connaissant le monsieur, connaissant ses valeurs, connaissant aussi son respect pour le travail, je ne pense pas qu'il va faire du tourisme pour préparer l'équipe d'Algérie. De toute manière, nous sommes là pour suivre toute cette préparation et nous ne le permettrons pas. Voilà. Ceci dit, s'il continue aujourd'hui et tous les jours à travailler avec la fédération pour la préparation, il n'y a aucun signe qui aujourd'hui nous permet qu'il a envie de s'en aller. Le jour où il dira j'ai envie de s'en aller, de m'en aller, qu'il dise j'ai envie seulement, nous le laisserons partir. Moi, j'ai pour habitude de ne jamais retenir quelqu'un contre son gré. Et de toute manière, je vous ai dit, nous défendrons les intérêts supérieurs de cette équipe nationale et par conséquent de notre pays par tous les moyens. Et nous sommes disposés et nous sommes prêts à toutes les situations. Donc il n'y a pas de cas valide. Alors nous allons maintenant passer au temps d'Algérie avec Ahmed Achour. Monsieur le Président, vous avez dit que le coach national avait jusqu'à la fin du mois de janvier de se déterminer pour ce qu'il compte faire après la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez? Parce que imaginons un seul instant qu'ils disent de toutes les manières, après la Coupe du Monde, je quitterai l'équipe nationale algérienne, j'irai ailleurs. Pourquoi continuer avec quelqu'un qui, déjà dans son esprit, sait qu'il ne continuera pas, qu'il n'ira pas au-delà? Donc pour qui le contrat d'objectif sera tout à fait secondaire, le contrat d'objectif qui est de passer au second tour. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous allez prendre? J'ai une autre question à vous poser concernant le professionnalisme, et c'est une question, vous savez, j'ai jamais pu obtenir une réponse bien précise. Concernant quoi? Il avait été question, avant le démarrage du professionnalisme, de lancer l'opération avec 6 à 8 clubs. Juste. Ce que je voudrais savoir, pourquoi 32 clubs? D'un coup, 32 clubs. Est-ce que, si c'était à refaire, Monsieur le Président, est-ce que vous serez encore engagé avec 32 clubs dans le professionnalisme? Et ma troisième question, je me permets une troisième question, c'est concernant le plafonnement des salaires. Vous êtes le seul à vous permettre 3 questions. Les autres journalistes vont jaser. Je suis désolé, Ahmed Achour. La troisième question, c'est concernant le plafonnement des salaires. Bon, j'ai appris qu'il y a une commission mixte composée de gens de fédération et des gens des clubs. Je remarque que les joueurs ne sont pas associés. Est-ce qu'il ne serait pas plus opportun, justement, d'y associer les joueurs, de manière à aboutir à une sorte de convention collective, de manière ensuite à proposer ça au gouvernement? Parce que je ne pense pas que ce soit la fédération qui ait autorité pour plafonner les salaires. Voilà. Merci, Ahmed Achour.
Merci, on va commencer à l'envers, par en bas. Moi, je pense que, avec votre manière de défendre les joueurs, mon ami Sidi Saïd Al-Majid serait content d'avoir quelqu'un comme toi à l'UGTA. Il a peut-être sa carte, vous ne savez pas. Bien, pour cela, la préparation de la grille des salaires a fait l'objet de concertation. Les grilles de salaire, généralement, sont préparées par les employeurs. Il n'y a pas de concertation pour faire une grille de salaire. Moi, je vous offre un salaire, vous acceptez de travailler ou vous partez. C'est le truc est très, très simple. On n'est pas encore là. Le partenaire social dont vous parlez devrait commencer par respecter les lois, payer ses impôts et sa CNAS. Ensuite, on parlera. Lorsque vous serez en règle, comme dirait le garçon pète de l'époque, aujourd'hui, on n'en est pas là. La grille de salaire est une prérogative de l'employeur. Quand vous venez travailler dans le journal où vous êtes employé, en l'occurrence Le Temps, on vous propose un salaire, vous l'acceptez ou vous partez. Vous n'allez pas discuter avec vos employeurs du niveau de rémunération d'un journaliste et du red chef. Ok, c'est exactement la même chose. On est dans la même situation. Ceci dit, et je le répète, et c'est pour les joueurs, en aucun cas, ni la fédération, ni la Ligue du football professionnel, et encore moins les présidents de clubs, n'agissent sur cette grille de salaire pour diminuer, dans le but de diminuer les gains d'une partie des joueurs qui en réalité ne devraient pas dépasser 20%. Et dans les 20%, il y a des marges assez importantes au-delà de 1,2 million. L'objectif est de garantir la pérennité du travail de ces joueurs professionnels. Et j'ai dit en début d'émission, notre souci majeur, c'est de voir tous les mois les joueurs toucher leur salaire, tous les mois être déclarés pour payer leurs impôts et tous les mois être déclarés à la CNAS pour qu'ils aient une couverture sociale. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche 130 millions, demain, s'il arrête le football, il n'a plus rien. S'il a une assurance correcte, il peut prétendre à avoir des revenus qui lui garantiraient une vie correcte. La deuxième des choses, je vous ai dit qu'il s'agit de dizaines de milliards d'impayés. Et parfois, nous avons dû prendre des mesures draconiennes à l'endroit des clubs. Parfois, moi, je suis content pour certains. Je peux vous citer le cas d'un club à qui on a interdit de recrutement pendant 2 périodes d'enregistrement, qui joue avec les enfants de son club et les jeunes. Il est 3e dans son classement. Comme quoi, nul n'est prophète dans son club, comme on le dit pour le reste. Alors, laissons les clubs aller puiser dans leur formation et laissons les clubs assurer à 100% le paiement de ceux qui sont là. Est-ce qu'il est normal qu'un club ne paye pas un joueur pendant 5 mois? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un club vienne payer avec des bouts de papier et de temps en temps lui donner 10 millions ou 20 millions ou 30 millions son salaire au lieu de lui payer dans une banque ou dans le CCP avec une fiche de paie comme vous, cela vous arrive tous les mois avec votre journal? C'est ce à quoi nous voulons venir. En réalité, nous défendons aussi l'intérêt des joueurs. Moi, je dis aux joueurs, nous ne sommes pas contre qu'ils touchent des salaires de milliards, s'il le faut, plus tard. Et cette grille des salaires n'est pas figée. Elle est valable maintenant, elle peut être valable l'année prochaine, elle peut évoluer après quand il y aura des moyens dans les clubs. Mais tout le monde est obligé de faire un sacrifice pour assurer la bonne gestion des clubs. Sans la bonne gestion des clubs, nous n'aurons pas de professionnalisme. À titre d'exemple, dans la Ligue 2, beaucoup de clubs vont rejoindre à nouveau leur statut d'amateur. Nous avons mis en place une commission composée d'avocats, de financiers, de fiscalistes et de commissaires aux comptes pour les aider à retourner dans leur statut antérieur afin de ne pas faire faillite. Un club comme Boussaada n'a aucun joueur contractuel. Ils n'ont que des joueurs amateurs. Ils jouent au football. Si je ne peux pas, je peux conduire une voiture. Si je ne sais pas piloter un avion, personne ne peut m'obliger à piloter un avion. Je ne suis pas obligé. Donc, c'est la sauvegarde à terme, y compris de la vie professionnelle de ces joueurs. Il faut qu'ils le comprennent comme ça.
Et ils ont intérêt à le comprendre comme ça. Notre souci majeur, c'est qu'ils soient bien payés et qu'ils soient payés régulièrement. Et les clubs, qu'ils aient les moyens de payer régulièrement et qu'ils fassent leur déclaration d'employeur et qu'ils soient en conformité avec la loi, comme cela est fait pour toutes les entreprises nationales, qu'elles soient publiques ou privées. La deuxième question, elle avait trait à si on devait refaire le professionnalisme. Moi, je crois que j'ai déjà maintes fois parlé de ce sujet. Notre idée était de commencer le professionnalisme coûte que coûte, parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Si aujourd'hui des clubs professionnels existent et qu'il y a une structuration et qu'il y a une amélioration par rapport à ce qui existait, c'est pas moi qui le dis, c'est le constat de tout le monde. Est-ce que l'USMA d'aujourd'hui est l'USMA d'hier? Est-ce que le CETIF d'aujourd'hui est le CETIF d'hier? Est-ce que tel club est celui d'hier? Non. Nous sommes dans une autre situation. Les clubs de Ligue 2 aussi ont évolué. Le problème était le suivant. Nous voulions commencer par ceux qui remplissaient les conditions. Heureusement et malheureusement pour nous, l'État avait décidé d'une batterie de mesures, et qu'il en soit remercié. L'État et à sa tête le président de la République à l'époque, et le gouvernement avait décidé de mettre en place une batterie de mesures pour aider les clubs à passer au professionnalisme. Vous vous souvenez, c'était l'histoire des 10 milliards pour les aider, c'était les 2,5 milliards qu'ils touchent chaque année, c'est la prise en charge des entraîneurs des jeunes catégories, c'est la mise à disposition d'un centre comment on appelle ça, de formation, c'est la prise en charge du transport pour les compétitions, etc. Tout le monde a voulu en profiter, tout le monde s'est engouffré dans le tunnel. Pouvions-nous dire non à des clubs que nous défendons, qui nous ont élus et pour lesquels nous devons œuvrer, leur dire non, toi tu vas pas avoir accès à tous ces avantages. Dès lors que c'était possible pour tout le monde, on a dit ok, on s'est dit la décantation se fera. Et la décantation est en train de se faire. Mais c'est bien que tout le monde ait essayé. Ceux qui vont y arriver vont être maintenus, ceux qui ne pourront pas garderont leur statut d'amateur et lorsqu'ils monteront en Ligue 1, seront dans l'obligation de se transformer dans un délai de 2 ans. Ceci dit, personne ne quittera la Ligue 2, même s'il a un statut d'amateur. Il continuera à jouer sur sa valeur sportive intrinsèque. La dernière question, risque avec le coach ou pas risque? Est-ce que vous connaissez un coach qui va aller à la Coupe du Monde pour perdre? Même s'il quitte l'équipe après? Ça n'existe pas. Est-ce que le Bayern de Munich, en disant que j'amène Pep Guardiola dans 6 mois, le coach qui était en place n'a pas joué le titre d'Allemagne? Ça, nous sommes certains que nous ne pouvons pas douter de l'intégrité de M. Wahid Halilovic. M. Wahid Halilovic est un homme sérieux, est un homme qui est un professionnel, qui sait faire son travail, et il le fera. Si M. Halilovic avait décidé de ne pas faire son travail, il me l'aurait fait savoir depuis longtemps. Voilà. Alors on va aller un peu plus vite, il reste une quinzaine de minutes avant bien sûr que le président le conclue ce premier forum Zer. Alors une question ou 2 questions rapides. Liberté, Rachid Abad, ensuite on passera à InfoSoir. Bonjour M. Radrava. J'ai 3 petites questions qui sont très, comment dirais-je, très simples. D'abord, la première, le plafonnement des salaires. Je ne voudrais pas revenir sur la procédure et tout ça. Est-ce que l'application de cette mesure se fera de facto dès la saison prochaine ou fera-t-elle l'objet d'une résolution lors de la prochaine Assemblée générale de la FAF? C'est-à-dire que est-ce que les membres de l'Assemblée générale vont discuter cette mesure pour l'adopter ou pas? Deuxième question. Les joueurs, dans leur majorité, ont refusé cette idée de plafonnement des salaires. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'ex-international Samir Zawi a parlé d'une éventuelle création de syndicats des joueurs. D'ailleurs, il a affirmé qu'il a l'accord déjà de 30 joueurs issus de la Ligue 1 et la Ligue 2. Des capitaines d'équipe qui ont donné leur accord pour la création de ce syndicat.
Oui, il avait affirmé ça à travers les ondes de la radio et particulièrement chez notre confrère de la chaîne 1. Est-ce que si ce syndicat sera créé, est-ce que la FAF le reconnaîtra et sera et pourra travailler avec lui? Ma troisième question aussi Je vais simple. vous couper, Rachid Abed. 2 questions, on en restera là pour pouvoir passer à d'autres questions parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Très bien, ok. Je me Merci, limite merci à Rachid ces deux Abed, merci questions. beaucoup. Merci. Non, si c'est lié, si la question est liée à ça, il n'y a pas de souci. Pour la première question, d'abord, il ne faut pas confondre entre les attributions de la fédération et celles de la Ligue du football professionnel. OK? Les clubs professionnels sont à la Ligue du football professionnel. La Ligue du football professionnel est l'émanation des clubs professionnels. Donc les décisions qui sont prises d'abord dans cette ligue. Et les 32 présidents des 32 clubs ont unanimement accepté cette grille de salaire qui fera l'objet d'une simple approbation par le bureau de la Ligue du football professionnel, tout simplement. Il n'y a plus de débat à faire sur cela. Si demain les clubs décident, parce qu'ils ont d'autres moyens dans un an, de modifier à la hausse ou vers le bas cette grille, c'est leur problème. C'est pas le problème. Ça ne concerne, c'est pas une attribution de la fédération. 2, concernant le syndicat, je m'enorgueillis que des joueurs décident enfin à créer leur syndicat. J'ai été le premier à appeler depuis très longtemps à ce que le syndicat des joueurs existe. Et d'abord, nous avons, besoin d'un syndicat des joueurs. Non seulement pour débattre des sujets qui concernent la gestion du football, des carrières, mais aussi pour les structures d'arbitrage du football. Vous savez que la Chambre de résolution des litiges est une chambre composée d'élus. Il y a des présidents c'est une chambre paritaire, donc les postes sont, le nombre de places qui est réparti aux joueurs et réparti aux dirigeants est identique, et donc nous avons des présidents élus et des joueurs élus. Si demain il y a un syndicat, ces élus viendront du syndicat. Ils auront plus de légitimité. Quand vous me dites la majeure partie des joueurs vous ont dit, vous vous trompez. Est-ce que vous avez vu, vous, 500 joueurs? Il y en a 600 dans ces 2 équipes, dans ces 2 divisions. Pourquoi vous dites la majorité, ou ces joueurs qui vous ont dit la majorité? Il y a 600 joueurs. Quand vous me dites qu'il y en a 30 qui vont faire des syndicats, tant mieux, mais ils ne sont pas la majorité. Moi, je voudrais que tous les joueurs soient syndiqués, ça ne me dérange pas. Mais c'est quoi 30 capitaines d'équipe? Ils sont capitaines d'équipe sur le terrain, ils ne sont pas capitaines d'équipe à l'extérieur, vous vous trompez. Et eux aussi se trompent, c'est complètement différent. Moi, je suis content, heureux d'apprendre qu'il y a une proposition de créer un syndicat. Pourquoi pas? D'abord, c'est bien pour le football, c'est bien pour les clubs, c'est bien pour les présidents des clubs, c'est bien pour la Ligue et c'est bien pour la famille du football en entier. Voilà. Salah Beaboud, Info Soir. Merci Riyad. En fait, j'ai une tonne de questions à Monsieur le Président, dans celle de l'arbitrage, mais je vais me contenter de 2 questions. La première, je reviens au championnat, je reviens à une problématique, celle des entraîneurs. Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, vous avez brossé un tableau sur tout ce qui a été fait dans ce sens. Ne pensez-vous pas, d'autant plus qu'il y a quelques années, vous avez essayé de mobiliser ou de stabiliser les entraîneurs au niveau des clubs. Est-ce qu'il y a justement un travail dans ce sens? Parce que ça, à mes yeux, c'est un chaînon important. Le fait d'avoir une quinzaine d'entraîneurs qui changent de club en une phase aller comparativement à d'autres pays qui sont à 5, 4, 3 ou 2, ce n'est pas normal. Ma deuxième question, elle est un peu personnelle et je voudrais avoir une réponse, disons, franche. À un moment donné, vous avez déclaré que tant que M. Hayatou est à la présidence de la CAF, vous ne vous présenterez pas. Je pense que M. Hayatou a déclaré il n'y a pas très longtemps qu'il ne fera pas un autre mandat. Est-ce que vous avez cette ambition, et c'est tout à fait légitime, de vous présenter comme étant le successeur de M. Hayatou? Merci Salah Beaboud. Merci. Pour ce qui concerne les entraîneurs. Vous avez vu, effectivement, vous rappelez ce que j'ai dit. D'ailleurs, si, avec la permission, même si on prolonge un peu cette émission,
Si Saïd Haddouche dira 2 mots sur ce que nous préparons dans la direction technique nationale en termes de mission, et peut-être que même si Tofir pourrait dire 2 mots sur la situation des entraîneurs et leur formation. Donc nous voulons que les clubs, ils seront obligés de prendre des niveaux d'entraîneurs en fonction des niveaux des divisions. La deuxième des choses, il y a qui concerne aussi bien les dirigeants des clubs que les entraîneurs eux-mêmes. C'est la transparence dans leurs contrats. Aujourd'hui, personne ne me démentira, chez les entraîneurs aussi, c'est la situation qui prévalait chez les joueurs, il y a des contrats déclarés et des dessous de table. Si les entraîneurs décident d'avoir des contrats transparents et les déposer à la Ligue du football professionnel, nous les défendrons parce que s'il signe un contrat et qu'il est renvoyé, il touchera la totalité de ses salaires. Comme cela se fait sous d'autres cieux et comme cela se fait au niveau mondial pour les équipes nationales. Si je prends un entraîneur et qu'il a un contrat en bonne et due forme et que je le renvoie sans pour autant être en conformité avec le contenu de ce contrat, je suis obligé de lui verser tous les salaires qu'il y a pour la période définie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les objectifs de ces clubs et de l'entraîneur concerné doivent être bien définis dans les contrats pour que la Chambre de résolution des litiges demain puisse les étudier en toute objectivité et lui appliquer le droit qui s'applique d'ailleurs aujourd'hui à la gestion des contrats de joueurs. Et je me féliciterai, moi le premier, de voir que nos entraîneurs auront des contrats normaux et que les clubs seront dans l'obligation de les respecter. Et ne pourront être rompus que lorsque les objectifs ne seront pas respectés ou lorsqu'il y aura de ce qu'on appelle les ruptures, on appelle ça comme ça dans le statut du joueur, les ruptures pour juste cause, et qui sont prévues par les règlements. Pour votre deuxième question concernant la Confédération africaine de football, mon ami Issa Hayatou est toujours président de la CAF. Son mandat se terminera en 2017. On est loin de cette situation. Le jour, je dis bien le jour où M. Hayatou aura envie de quitter la CAF, à ce moment-là, je réfléchirai à cette situation. Vous expliquer un peu la philosophie de la DTN maintenant. Nous voulons que tous les entraîneurs des équipes des jeunes catégories constituent la DTN, c'est-à-dire tout le monde est DTNiste, et puisse encadrer l'ensemble des sélections des jeunes catégories. Et bien sûr, un staff sera désigné bientôt pour cette participation au JO. C'est ça. Merci de me donner cette parole. Au niveau des Jeux Olympiques, suite à vos instructions, Monsieur le Président, vous avez demandé de prendre en charge les 800 jeunes U21 qui jouent dans les deux ligues, qui sont, c'est-à-dire 25 joueurs par noyau, fois 16, ça fait 800 jeunes. Et prendre en charge aussi les entraîneurs de ces catégories, puisque ces jeunes ne sont pas dans un centre de formation et ne sont pas aussi au niveau des académies de la fédération. Il faut prendre des entraîneurs afin de travailler ensemble et de faire le développement de ces jeunes jusqu'à la qualification 2016. Donc nous avons mis toute une stratégie avec votre accord. Il y a 20 joueurs internationaux, ex-joueurs internationaux qui sont en train depuis 3 mois observer ces jeunes dans la compétition. Donc ce management est géré par le directeur technique adjoint qui est le directeur de la formation Tofir, qui fait l'agencement, qui fait l'agenda des visites pour le scouting, c'est-à-dire pour l'observation. Nous avons aujourd'hui 135 jeunes qui ont été sélectionnés. Nous avons fait des plateaux chaque mois, 3 jours par mois. Et donc les entraîneurs, les 32 entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que 27 joueurs viennent à Sidi Moussa pour l'observation et l'évaluation. Aussi, nous tenons compte aujourd'hui du plateau qui a été fait hier en amenant 80 jeunes sur les 135. Nous avons observé pendant les 4 jours. Il y aura encore demain des matchs. Et suite à ces observations, nous dégagerons un noyau déjà pour des matchs maintenant amicaux qui vont arriver prochainement, le Sénégal ou le Niger. Donc nous allons accompagner ce groupe des Olympiques par un travail de la DTN collectif. Vous savez très bien que dans un cas de pérennité, aujourd'hui, nos cas techniques, qui sont des cas techniques de la DTN,
ils sont ils sont polyvalents, c'est-à-dire ils ont des compétences et nous avons confiance au cadre algérien qui puisse faire de la formation, qui puisse aussi participer dans l'élaboration des contenus pédagogiques, mais aussi de travailler de terrain pour ces équipes-là. Prochainement aussi, vous avez demandé qu'on se prépare dans les prochains mois à mettre en place aussi pour les U19 et les U17, c'est-à-dire pour 2017, qu'on prépare ces compétitions. Et nous ferons peut-être le même travail si nous avons les possibilités de le faire afin que tout soit mené, que la DTN soit au service, tous les cadres soient au service de ces équipes nationales. Merci, M. Hadouche. Merci. Peut-être Taufer. Taufer qui peut apporter encore un plus. Votre adjoint également, directeur de la Merci formation. Riyad. Bonjour à tout le monde. Bon, je peux parler sur le plan de la formation. Monsieur le Président a donné pas mal de chiffres, puisqu'il est informé du moindre détail de ce qui se fait au niveau de la formation. Je vais donner les chiffres exacts. Nous avons formé depuis 2011 à ce jour, concernant la formation fédérale, 3961 entraîneurs, FAF 1 et FAF 2 et FAF 3. Concernant la prise en charge des ex-internationaux, nous avons formé 56 joueurs pour le diplôme du premier degré et 134 joueurs pour le FAF 1. Donc c'est un ensemble presque de 225 joueurs ex-internationaux qu'on a pris en charge sur le plan de la formation. Nous avons tenu compte de la reconversion de certains joueurs qui ne jouent plus au niveau des clubs. Donc, et puis nous avons fait un recyclage de 286 entraîneurs titulaires du deuxième degré. Ces entraîneurs sont pour préparer leur troisième degré, donc ils sont obligés de passer par un système de recyclage. Nous avons recyclé durant cette période 286 entraîneurs qui ont titulaires du deuxième degré. Et pour la prise en charge aussi des entraîneurs de clubs, des petites catégories, nous avons pris en charge dans le cadre du recyclage aussi les 32 entraîneurs des U17, les 32 entraîneurs du U20 et aussi les 32 entraîneurs des gardiens de but. Donc aussi, nous avons tenu compte dans le cadre du développement du football militaire. Nous avons pris en charge aussi les entraîneurs des équipes militaires et nous avons organisé 3 stages pour la formation des entraîneurs au niveau du sport militaire. Concernant la formation, nos prévisions pour 2014, nous avons des prévisions 1700 entraîneurs pour le FAF 1, 350 entraîneurs pour le FAF 2 et 350 entraîneurs pour le FAF 3. Je pense que c'est énorme, mais c'est facile à faire un petit calcul. Il suffit de prendre 35 entraîneurs par ligue de wilaya et on trouvera le compte. Donc c'est très facile à le faire. Les moyens existent au niveau de la fédération. Le président insiste sur la prise en charge des entraîneurs et des jeunes catégories. On le fera, Inch'Allah, durant l'année 2014. Concernant la formation continentale, nous avons depuis 2009 à ce jour organisé 17 stages concernant les stages d'équivalence, les cours d'équivalence de la licence CAF A, CAF C, B et A. À ce jour, nous avons organisé 4 stages de licence CAF C, 470 entraîneurs ont la licence CAF C, 7 stages de licence CAF B, donc c'est 664 entraîneurs. Et pour la licence CAF A, actuellement, nous avons 600 entraîneurs. Nous venons juste de terminer un stage d'équivalence pour 150 entraîneurs de licence CAF A. Donc nos prévisions aussi pour le premier trimestre de 2014, nous envisageons à organiser des cours d'équivalence pour 160 entraîneurs licence CAF A et 80 entraîneurs licence CAF B. Et pour votre information, nous avons fait un communiqué sur le site de la Fédération algérienne pour lancer la formation des entraîneurs de gardiens de but et des préparateurs physiques. À ce jour, nous avons 66 demandes pour les candidats qui vont faire la formation des gardiens de but et 187 candidats pour le stage des préparateurs physiques. Donc une petite information pour les licences CAF A, c'est des entraîneurs qui sont titulaires du 3e degré, TSS en football, c'est-à-dire Bac plus 4, conseiller en football, c'est-à-dire c'est Bac plus 5 spécialiste en football. Seuls ces titulaires des diplômes
qui ont le droit d'avoir la licence CAF A. Et c'est titulaires de licence CAF A qui vont encadrer la saison prochaine, Inch'Allah, au niveau même des petites catégories. C'est une exigence. Merci beaucoup, Tawfiq Coalition. On va terminer. Il reste une quinzaine de minutes, un petit peu moins. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors peut-être une ou deux questions avant de laisser le mot de la fin à notre invité du forum. Monsieur Haddouch, je ne peux pas vous refuser, mais rapidement, s'il vous plaît, parce que on n'a plus beaucoup de temps. Dans le cas de la formation des 32 entraîneurs des U21 qui viennent chez nous, ils feront une formation pratique donc à Sidi Moussa, et chaque mois, nous leur donnons aussi des entraînements à dispenser dans leur club afin d'améliorer le niveau des U21. La Fédération algérienne de football a mis en place une philosophie aujourd'hui de formation qui est la formation au jeu. Vous savez, au niveau international, toutes les fédérations européennes se sont mises au jeu, et vous avez vu l'Allemagne faisant appel à Guardiola aujourd'hui. Philosophie de jeu au club. Oui, aujourd'hui, cette philosophie, nous l'appliquons déjà dans les contenus pédagogiques, mais aussi, aujourd'hui, nous le faisons aussi, nous avons maintenant un département d'analyse aujourd'hui qui décompose aujourd'hui le jeu, qui va rechercher maintenant les principes de jeu qui sont développés et les manières, l'expression par les différents clubs internationaux, et nous remettons aujourd'hui aux entraîneurs, à tous nos entraîneurs dans le futur, aussi des documents multimédia afin de les encourager et de les aider dans la compréhension du jeu. Expliquer un petit peu la philosophie de jeu à tous ceux qui nous regardent, parce que c'est une émission ce soir. La philosophie de jeu, par exemple, du Barça et de l'école de l'Espagne a donné ce jeu tout à fait particulier qui a permis à une équipe comme l'Espagne, par sa formation et par sa philosophie de jeu, à obtenir un football d'élite, un football à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous savez, la philosophie, c'est de jouer en bloc. Et le joueur, individuellement, il ne peut pas aujourd'hui s'opposer à un bloc. À ce moment-là, il faudrait aujourd'hui faire un travail collectif. Pour obtenir des résultats aujourd'hui et avoir une efficacité offensive ou une rigueur défensive, il faut coordonner aujourd'hui les actions et les déplacements, donc par des principes. Donc le jeu est régi par des principes de jeu. Il faut que ça soit enseigné aujourd'hui à des entraîneurs et aussi à des joueurs. Si nous avons aujourd'hui des difficultés aujourd'hui au niveau des résultats et nos entraîneurs en souffrent, ils subissent le jeu et les joueurs, c'est pour ça que parfois on leur demande aujourd'hui des résultats, mais aussi du jeu, ils ne savent pas le faire puisque nos joueurs ne sont pas formés. Ils n'ont pas cette culture du jeu ou cette culture des principes. Vous savez, construire un bloc par exemple, aujourd'hui c'est une coordination des actions. Aujourd'hui, la réduction. On va continuer dans ce débat, on va pas terminer, on va parler football. C'est très technique, je voudrais pas rentrer, mais je vous promets que c'est de l'apprentissage, c'est je vous promets que vous reviendrez reviendrez sur le plateau ici de Dzel, Monsieur Haddouch, pour parler justement de ça. C'est très important de justement d'axer justement nos jeunes, nos clubs surtout, pour ceux qui ont un soupçon de formation, c'est pas le cas. Il y a un grand déficit en formation dans les clubs. On en reparlera très certainement, Monsieur Haddouch. Alors, je voulais donner la parole au Khabar Riyadi. Plus importante à laquelle s'est attachée la direction technique dans le cadre du programme qui est arrêté, c'est à travers la création d'un conseil pédagogique de haut niveau au niveau de la DTN, nous avons commencé à produire des manuels de formation. Jusqu'alors, il n'y avait pas de manuel d'enseignement ni de manuel de formation, y compris pour la formation fédérale. Et aujourd'hui, les premiers livres de la formation sont déjà prêts et sont en train d'être préparés à une édition prochaine dans les quelques semaines, voire les quelques mois qui viennent, et qui seront mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du football national. Voilà, donc une nouvelle méthodologie du sport. Voilà, je vous avais promis la parole, allez-y. Rapidement. Salam alaikum, Rachid Faham de l'APS. Monsieur le Président, moi je voudrais revenir sur cette histoire de la diffusion du match Burkina Faso-Algérie, puisque cette semaine on a laissé entendre que la CAF a gelé les revenus de la FAF. Deuxième petite question aussi, concernant les clubs algériens engagés en compétition continentale, est-ce que ces clubs qui déclarent forfait, est-ce qu'ils encourent des sanctions de la part de la Confédération, puisqu'on laisse entendre aussi que le SMH, par exemple, va payer une amende. Est-ce que c'est confirmé ou non? Merci. Merci. Non, pour la première question, il y a une affaire juridique entre beIN Sport et la télévision algérienne publique au sujet de la diffusion du match aller de Burkina Faso-Algérie, qui est d'ailleurs enrôlé dans un tribunal à Alger.
la Confédération africaine de football, contrairement à ce qui s'est écrit ici et là, la FIFA n'a absolument rien à voir dans cette affaire. Je dis bien, la FIFA n'a absolument rien à voir dans cette affaire de droit des matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique. Ils sont la propriété de la Confédération africaine de football au nom des 54 associations qui la composent. Et elle vend ses droits à travers une agence qui s'appelle Sport5 en Europe. Et cette agence ne fait que vendre au nom de la CAF et avec l'accord de la CAF. Donc cette affaire ne relève que de la CAF et de ses associations. La CAF répartit tous les 4 ans le produit des qualifications à ces 54 associations de manière solidaire. La CAF a bloqué en termes de garantie les revenus de la fédération algérienne et de l'égyptienne, puisqu'ils sont concernés par le même problème à hauteur d'1 million de dollars, le temps que cette affaire puisse connaître son épilogue par devant la justice. Je peux vous rassurer que la télévision algérienne, par l'intermédiaire de son directeur général, notre ami Sitoufik Khouladi, s'est bien sûr engagé à régler le montant qui sera défini pour la cession de ces droits terrestres qui ont été exploités. La télévision algérienne, depuis le début, a exprimé sa disponibilité à payer à Jazeera Sport le montant réclamé. Mais Jazeera avait exigé une accréditation d'un bureau ici à Alger en faisant pratiquement une sorte de vente concomitante qu'avait rejeté la télévision algérienne à l'époque, puisque c'est pas de son ressort que d'accréditer des journalistes étrangers dans ce pays. Cela obéit à d'autres règles. Et donc, moi, j'ai bon espoir que cette affaire trouvera sa solution bientôt. Et moi, je n'ai aucun souci à me faire sur l'argent qui sert de garantie à une entreprise nationale publique dont la solvabilité n'est pas à démontrer. Maintenant, pour la deuxième question, concernant les sanctions concernant les forfaits et les retraits d'une compétition de la CAF, je vous renvoie à la lecture du règlement qui est sur le site de la Confédération africaine de football, qui existe par palier. Il y a une amende de X si on se retire avant le tirage au sort, d'Y avant après, d'un montant autre après le début de la compétition, plus des suspensions de participation. Mais je pense que si le Haraj, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas officiellement reçu, pour ce qui nous concerne, encore moins la CAF, un document officiel qui précise que la CAF, plutôt l'USMH, s'est retirée de la compétition. Ce n'est que pour l'instant que des affirmations verbales, mais jusqu'à hier soir, avant de quitter le bureau, nous n'avions pas ni la Ligue du football professionnel et le président est là, ni nous, parce que j'avais questionné le secrétaire général, n'avons reçu à ce jour une confirmation. Si cela était le cas, je pense, si mes souvenirs sont exacts, que dans le cas de situation qui nous concerne, ça serait une amende de $1 500. Une dernière question, parce que nous avons vraiment dépassé les délais. Je vous l'avais promis. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Ma question. Améroche du journal Compétition. Je voudrais parler de l'arbitrage. On a fait le tour, on a parlé de formation, de tout, mais pas de l'arbitrage. Il se passe pas une journée sans qu'on critique les arbitres. Plusieurs d'entre eux ont été mis au placard, suspendus. Que compte la FAF, c'est-à-dire que pense la FAF déjà de ce problème et qu'est-ce qu'elle envisage pour régler ce phénomène? Merci. Merci. Je suis content que vous n'ayez pas abordé le problème de l'arbitrage. À la fédération, nous avons pris des mesures depuis un long moment, comme je vous ai dit, pour consacrer beaucoup de nos moyens à la formation des arbitres. Nous sommes aujourd'hui à 5000 arbitres, c'est pas un hasard. On en a beaucoup formé ces dernières années. Nous comptons former au moins 5000 dans les 3 prochaines années.
Le système de formation qui était en place jusqu'alors n'était pas un système moderne, capable de produire le nombre d'arbitres suffisant pour encadrer l'ensemble des énormes compétitions. Le nombre est énorme de compétitions que nous organisons à travers tout le territoire national. La deuxième chose est que nous ne pourrons jamais, seuls, sans l'aide des pouvoirs publics et sans l'aide des autres structures concernées, arriver au nombre suffisant d'arbitres. Au point que récemment, j'ai rencontré mon ami Senordine, le nouveau ministre de la formation professionnelle, et lui ai parlé d'un sujet qui nous tient à cœur, que nous caressons depuis, un projet que nous caressons depuis un certain moment, c'est de commencer à former des arbitres dans le secteur de la formation professionnelle. Et pourquoi pas commencer, comme le demande la FIFA, à professionnaliser l'arbitrage à partir de la base. On pourrait former des milliers et des milliers d'arbitres dans les centres de formation professionnelle en fixant des critères intéressants, à condition de faire aboutir cette formation sur un emploi, ne serait-ce qu'un emploi des jeunes, ou comme le fait l'État dans un certain nombre de secteurs. Et à ce moment-là, ces arbitres seraient mis à la disposition des ligues pour qu'ils puissent commencer à arbitrer à la base et venir progressivement. À ce moment-là, au niveau national, la Commission fédérale d'arbitrage pourrait choisir les meilleurs parmi les plus jeunes et qui ont les meilleurs nouveaux pour augmenter le nombre d'arbitres de l'élite. Aujourd'hui, nous faisons une formation parallèle au système classique d'aboutissement de carrière d'un arbitre par la formation de ce qu'on appelle les jeunes talents. On forme à peu près tous les 18 mois à peu près 150 arbitres et vous avez vu le rajeunissement qui s'est fait, vous avez vu le nombre d'arbitres inconnus qui arbitrent maintenant dans les paliers supérieurs des compétitions. Ceci dit, la formation n'empêchera jamais les fautes commises par les arbitres. Il y en a de tous les jours. Vous avez vu récemment, même à la Coupe du Monde des clubs, à ce niveau-là, on voit des fautes d'arbitrage. J'allais dire, c'est tout à fait normal. Il y a un pourcentage de fautes qu'il faut accepter. La seule chose qu'il ne faut pas accepter, c'est qu'un arbitre fasse une erreur exprès. Là, automatiquement, le coup près tombe et il y a des sanctions qui sont prononcées. Croyez-moi, chaque semaine, après chaque journée de championnat, il y a des analyses qui se font. Nous avons des moyens vidéo importants. Nous suivons tous les matchs et une commission suit les performances des arbitres et prend les mesures nécessaires. Et il arrivera toujours qu'un arbitre ne sifflera pas un penalty ou sifflera un penalty par erreur. Nous-mêmes, on en a fait les frais, si vous vous souvenez, au match à Burkina-Algérie, au match aller. C'est pas une raison, vous m'avez pas entendu crier au ciel. Une faute d'arbitrage arrive, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. La difficulté, Président, c'est comment faire la différence entre une faute humaine qui n'est pas intentionnelle et une faute intentionnelle. C'est ça la difficulté. Il y a des spécialistes, il y a des instructeurs et des spécialistes dont c'est le métier et dont qui ont suffisamment de connaissances pour pouvoir faire la distinction et prendre les mesures qui s'imposent. Cela ne veut pas dire que j'encourage les arbitres à faire plus de fautes. Au contraire, je les appelle à être plus vigilants parce que moi, le premier, je suis intransigeant sur l'application des règlements, quels qu'ils soient et pour tous. Je demande à certains dirigeants d'être compréhensifs lorsque les fautes ne sont pas faites exprès. Par contre, qu'ils sachent que lorsque c'est fait exprès, nous sanctionnons les arbitres. Et si je vous donne le chiffre d'arbitres sanctionnés depuis quelque temps, les sanctions sont parfois nombreuses et c'est regrettable. Mais nous faisons tout ce qu'il faut et la commission d'arbitrage fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir diminuer, voire endiguer ce type d'erreur pour permettre à ce que les performances des clubs reflètent la valeur individuelle intrinsèque de chacune des formations. Voilà, donc merci Président. Nous arrivons à la fin je suis désolé, Mohamed Boukhami, nous arrivons à la fin de ce premier forum Dzaïr TV. Le temps, le waqt, et pour cette dernière minute, elle sera à vous, une minute
30, si vous arrivez à le faire aussi vite. Président, le mot de la fin est à vous. D'abord, vos souhaits pour l'année prochaine. J'en connais quelques-uns, moi en tout cas je les devine. Mais pour les autres, on va les apprendre tout de suite. Ah, ça suffira pas en une 30, mais bon, ce que je voudrais d'abord, c'est renouveler mes remerciements d'abord à vous, à la chaîne GRTV, à tous les représentants des médias qui sont là et ceux qui suivent l'émission depuis leur bureau ou leur maison. Je voudrais renouveler mes remercier encore une fois et renouveler mes remerciements à toutes celles et ceux qui font le football dans ce pays, et notamment les bénévoles, mais aussi les joueurs, les entraîneurs, tous les techniciens qui sont là, et qui, grâce à eux, les arbitres, ne les oublions pas, eux aussi, c'est une partie importante des acteurs du football, qui font le football dans ce pays, et je leur demande de se mobiliser davantage pour faire avancer le football et pour le développer davantage. Je souhaite aussi, tout en les remerciant, que le gouvernement et les structures des collectivités locales puissent apporter toute l'aide nécessaire à nos associations pour qu'elles puissent activer le plus normalement du monde. Et enfin, je forme le vœu de voir notre équipe nationale, tout comme tous les Algériens, de faire une bonne préparation pour la Coupe du Monde et de nous faire une belle surprise et de nous faire un beau cadeau de 2014 en se qualifiant au deuxième tour, contrairement à ce que ne souhaiteraient d'autres. Merci beaucoup, Président. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce premier forum ZRTV, le temps, le Waqt. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir, avoir été en tout cas passionnés, ça c'est certain. On parle toujours de passion quand on parle de football. C'est indissociable. Je vous assure que derrière la régie, les réalisateurs Mehdi Haddad et Rafiq Anik, eux, sont furieux parce qu'on a dépassé et de très loin le temps, mais avec le football, on aurait pu faire plusieurs heures. Merci, Président, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous d'avoir veillez ce soir avec nous pour ce début d'année footballistique. Restez fidèles à Zaïre TV. Bonsoir.